parcs de l'Ouest, pas loin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans l'ordre de préférence des clients sur le Val d'Oise précisément, l'Isle-Adam, Herblay, Cormeilles-en-Parisis. Alors, il y a autre question que je voulais vous poser sur ceux qui acquièrent de l'immobilier. Par rapport à la nouvelle réglementation maintenant qui s'appelle l'IFI et la CSG, y a-t-il encore des acquéreurs qui veulent investir et qui ont fait le choix justement de n'investir presque que dans l'immobilier? L'immobilier reste une valeur sûre, les Français y sont très attachés depuis toujours et je crois que ça va durer encore un petit moment. Et donc on est là pour leur offrir des solutions, puisqu'on peut aussi les accompagner dans leurs investissements. Nous avons des structures spécialisées telles que Bercy Transactions, en tout cas pour ce qui concerne le Crédit Agricole Île-de-France. Nous avons encore, oui, beaucoup d'investisseurs, même si les réductions d'impôts sont un petit peu réduites. L'attrait d'une part de la défiscalisation, mais d'un investissement dans l'immobilier reste important et il constitue même souvent un bon conseil dans la gestion de ses actifs et dans la répartition de son patrimoine. Alors au niveau du budget, parlons un petit peu maintenant du budget des Français plus généralement. Et vous êtes tous au courant des Gilets jaunes, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous ressentez cette baisse de pouvoir d'achat côté banque? Est-ce que les clients se plaignent? Est-ce qu'ils viennent plus vous voir pour des crédits à la consommation? Enfin, comment est-ce qu'on peut mesurer cette baisse dont on entend parler? Alors oui, on peut le ressentir à travers la vie de certains de nos clients tels que nous la voyons, tels qu'ils nous la racontent, tels que nous la constatons. Je vais pourtant pas faire de catastrophisme. Hein. On est sur une situation qui nous semble, on va dire, stable, en tout cas en ce qui nous concerne. Sur l'accompagnement des clients, on essaye de faire le maximum et nous avons des solutions adaptées. Nous avons même des solutions mutualistes, hein, puisque... De toute façon, vous êtes une banque mutualiste. Voilà, hein, c'est pour ça que j'en parle. Donc on est une banque mutualiste. On va peut-être définir, vous allez peut-être rappeler aux auditeurs qu'est-ce que c'est le principe d'une banque mutualiste, parce que tout le monde ne sait pas. Une banque mutualiste, elle permet à ses clients de devenir sociétaires et de participer ainsi à la vie et au développement de sa banque. Un homme, une voix, et donc la capacité de s'exprimer sur des moments privilégiés, d'avoir une relation privilégiée avec sa banque, mais aussi avec son territoire, puisque chaque sociétaire participe à la vie de son territoire soit par des actions auprès d'associations précises, soit tout simplement, et je vais vous donner un exemple simple, à chaque fois qu'il fait une opération avec sa carte, 1 centime est donné par la banque, et non pas par le client, à une association pour des actions caritatives, patrimoniales, sociales. D'accord. Donc ça, c'est le fonctionnement de la banque. Donc si on veut devenir actionnaire, il suffit d'acheter une action, on vous demande... Sociétaire. Si on veut devenir, sociétaire... Il y a une grande différence. Voilà, c'est tout ce qui nous différencie. Si on veut devenir sociétaire du Crédit Agricole, il suffit de vous demander d'acheter une action et on demande à la personne qui est au guichet, j'imagine. Donc d'acheter des parts sociales, voilà. Non pas une action. Et c'est en général une proposition que nous faisons bien volontiers à nos clients de devenir partenaires et encore plus acteurs sur leur territoire, puisque notre volonté, c'est bien entendu d'être en proximité, donc de financer la proximité et d'agir sur notre territoire, quelles que soient les agences. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations, Franck Daudemont. Je vais ajouter d'ailleurs qu'il y a une journée porte ouverte pour les métiers de la banque, qui est organisée par l'école d'ailleurs de la banque, qui s'appelle la CFPB. Cette journée porte ouverte se passe le 1er décembre de 10h à 17h à la Tour Atlantique, place de la Pyramide à Paris, sur le campus de la Défense. Voilà, les jeunes et les familles pourront s'informer sur les métiers et la formation des banques. Il y a quand même 3000 alternants qui travaillent dans les banques françaises en ce moment. Donc c'est le chiffre de 2018, donc pour 2019, je pense qu'il y en aura tout autant. En tout cas, en 2017, le secteur bancaire français a recruté plus de 40 000 collaborateurs. Je confirme. Vous confirmez? C'est une source de recrutement indispensable et ça nous permet de former ces collaborateurs. Et bien souvent, bien sûr, ils restent chez nous. Et bien souvent, c'est le but en principe, voilà. Quand on a des alternants, c'est de les former pour les garder et qu'ils restent. Merci Franck Daudemont. On va tout de suite, je vous propose une nouvelle pause musicale. On va partir avec un nouveau titre de Marc Lavoine. Ça s'appelle « Je reviens à toi ». Là, c'est bon. Là, elle marche très bien. Je ne sais pas ce qu'il y a eu tout à l'heure. Voilà. En fait, j'ai refait fonctionner le Wi-Fi, tout ce que je suis parti. Vous avez rebooté. Souvent, ça marche mieux. Ouais. Allez, je le fais. Oui, bah oui.
Non, c'est vrai que Faut Moi, sortir. je suis sensible à la Vous chaleur. pouvez donc sortir ça- boire un verre d'eau si Non, vous voulez. Hein. non, c'est juste qu'il fait bien chaud. Bon, là, je vais pas ouvrir la fenêtre en grand, mais souvent, j'ouvre la fenêtre en grand. Je sais pas combien il fait, mais il doit faire un bon petit 26-27 là, non? Je sais pas. je pense. Ah oui? Je pense. Oh non, il doit faire C'est-à-dire 23, 23, Non. 24. Ça chauffe les appareils. Je sais plus. Vous pouvez pas mesurer? Il y a le chauffage un peu là-bas. Non, mais ça va là. Non, j'ai pas. Non, mais c'est bon, hein, j'ai tiré la veste. Alors, ce baromètre, vous le faites régulièrement? C'est la première fois qu'on le fait. Ah, c'est la première fois. Parce qu'on a envie, au-delà des financements qu'on fait, de donner des indications à nos futurs acquéreurs en fait, et puis d'aller jusqu'au conseil si on considère par exemple qu'un client n'achète pas au bon prix ou ainsi de suite, qu'il puisse avoir ce baromètre à disposition pour le guider. Puis ça nous guide également. C'est ça. Et il y aura aussi du coup c'est parce que là, du coup c'est une première image, parce que c'est la première version du baromètre. D'accord. Et après courant 2019, il y aura aussi une deuxième version, du coup qui permettra de statuer sur l'évolution qu'il y a pu y avoir entre la première version et la deuxième version. Et il sera un peu Ah plus bon, je élargi. reviendrai dans 6 mois et vous raconter la suite alors. Et il sera un peu plus élargi parce que ça prendra aussi en compte la Seine-et-Marne. Bah, de toute façon, le Val d'Oise est très lié Oui. à la Seine-et-Marne. Hein. Ouais. C'est Il y ça. a une partie de la Seine-et-Marne Non, à cause de Roissy. Et il y aura d'autres indicateurs qui seront incorporés. Parce que là, D'accord. du coup, il y avait le prix moyen, l'âge, et normalement il y a d'autres indicateurs qui seront incorporés. Allez, on y va parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il est déjà 38 et il faut qu'on rende l'antenne à -5. Hein. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis en compagnie de Franck Daudemont, directeur de secteur au Crédit Agricole Île-de-France, et puis de Michael Valentin pour son livre Le modèle Tesla. Michael Valentin, en plus, est un consultant. Il est associé au cabinet d'OPO, oui, c'est ça, un cabinet de conseil en excellence opérationnelle. Alors, Michael Valentin, vous avez rédigé ce livre, Le modèle Tesla. C'est vrai que depuis 40 ans, on était sous le modèle de Toyota, finalement, c'était l'excellence. Est-ce que, à votre avis, on change de modèle? On est en train de changer totalement de modèle parce qu'il y a l'hybridation en fait d'un monde qui est le monde du digital, on connaît plein d'entreprises, les Google, Apple, etc., et le monde de l'industrie traditionnelle. Et aujourd'hui, ces deux mondes sont en train de se rencontrer. Et du coup, c'est à la fois, on peut le vivre comme une menace, on peut aussi le vivre comme une opportunité pour avoir, comme je disais tout à l'heure, un secteur industriel qui se renouvelle complètement et qui du coup peut créer ce qu'on appelle de nouveaux modèles d'affaires, donc vendre autre chose, notamment vendre des services en plus des produits que l'on crée, et par ailleurs améliorer la compétitivité, ce qui est pour le coup classique dans l'industrie, mais d'utiliser les nouvelles technologies qui sont l'Internet des objets, l'impression 3D, l'intelligence artificielle dans les usines pour les rendre plus performantes. Alors, vous avez, dans votre livre, vous donnez, c'est très intéressant parce que vous donnez 7 principes fondamentaux qui peuvent aider les entreprises à se transformer. On va en parler. Et puis, vous donnez à chaque fois les 10 questions à se poser pour un dirigeant, tout en donnant des exemples d'autres entreprises qui l'ont déjà appliqué. Ok, mais est-ce qu'il y en a beaucoup, vous qui êtes consultant en plus, qui résistent au changement? Et a-t-on le choix de résister au changement? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand on demande aux dirigeants, et notamment aux dirigeants industriels, qui sont ceux que je connais le plus puisque je rencontre tous les jours, est-ce qu'ils sont convaincus de l'intérêt de ces nouvelles technologies? À 90%, ils disent que oui, il faut y aller, que c'est intéressant et qu'ils ont envie de se transformer, mais que par contre, la difficulté, c'est qu'ils ont du mal à accéder aux bonnes compétences, ils ont du mal à trouver la méthodologie de transformation, et justement, il manque un modèle auquel on puisse s'identifier pour aller transformer l'entreprise. Il y a eu Toyota, comme vous le dites, dans ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, ce qui correspondait à ce que je disais tout à l'heure, des supply chain étendues, où on avait besoin de faire ce qu'on appelle du juste à temps, c'est-à-dire de réussir à servir son client très vite, même si la production se fait pas en local. Maintenant, on est dans une nouvelle ère, qui est l'ère de ce que j'appelle le teslisme, où justement on a un retour au local, on a cette problématique écologique qu'il faut prendre en compte, donc avoir une vision très forte pour inspirer non seulement ses clients, ses employés, mais aussi son écosystème, et profiter des nouvelles technologies pour proposer autre chose. Alors justement, vous parlez de cette nouvelle économie, hein, et vous parlez d'économie de l'usage. Qu'est-ce que c'est l'économie de l'usage pour vous? Alors l'économie d'usage, c'est de passer grosso modo de la possession à l'utilisation. Donc on parlait tout à l'heure de l'immobilier qui est peut-être un des derniers secteurs où on est encore très attaché à la possession. Mais en fait, quand on voit l'évolution, notamment avec les nouvelles générations, et puis nous tous, hein, au quotidien, on veut de plus en plus ce qu'on appelle d'usage, c'est-à-dire d'avoir des services, par exemple, être livré en 1 heure, etc. Si je prends un exemple, par exemple, dans le secteur automobile,
Ça, c'est valable pour quelle génération de personnes? Parce Alors, que... au départ, on va dire que les nouvelles générations qui sont nées dans le digital poussent pour aller vers ça, mais c'est valable en fait pour tout le monde. On est tous comme ça, on s'en rend compte dans notre quotidien, on est tous en recherche d'avoir tout simplement plus de confort, que les produits ne soient pas simplement possédés, mais qui nous offrent plus de confort. Donc, si je prends l'exemple de l'automobile, on achetait au départ une voiture, il y avait une histoire de statut social derrière la voiture, mais il y a aussi tout simplement pour se transporter d'un point A à un point B, aller au travail, etc., transporter ses enfants. Petit à petit, la voiture, elle a commencé à avoir une climatisation, une autoradio, maintenant elle est connectée à Internet. Et à terme, en fait, ce qu'on peut imaginer sur la voiture, c'est que la voiture connectée, donc c'est ce que j'explique dans le livre par exemple pour Tesla, elle peut se mettre à jour comme un iPhone, on peut aller dessus acheter des choses, on peut avoir accès c'est une sorte de tablette sur laquelle on va aller à la fois jouer, on va être en ligne sur les réseaux sociaux, on va commander des choses dans sa voiture. La voiture va même se partager. En fait, on va vivre dans sa voiture, c'est ça que vous... On va si on va vivre dans sa voiture, mais la penser. mobilité est vécue. C'est-à-dire que quand on se déplace, qui peut être vécu comme quelque chose de parfois d'inutile, ce temps, pour revenir à l'usage, n'est plus un temps perdu, mais un temps qui est actif. Et du coup, en fait, on peut même imaginer qu'à terme, la voiture, pour certains, ne soit plus possédée, c'est ce qu'on commence à voir dans les métropoles, et qu'on ait des services d'autopartage. Donc imaginez, vous avez une voiture ou pas, mais en fait, vous pouvez appeler par une application la voiture d'une autre personne, comme on fait avec Airbnb sur les logements, qui est disponible, parce qu'une voiture, finalement, elle est utilisée 1% de son temps, même pas. Donc autant utiliser plus ces voitures. Et si on repense à la planète, c'est une transformation totale parce que du coup, besoin de moins de voitures parce qu'on les partage, besoin de moins d'infrastructures routières, besoin de moins de parking dans des villes qui ont une autre aspect aussi, une autre architecture. Donc c'est une transformation complète du monde qui est derrière, et notamment de notre modèle énergétique, puisqu'on aura besoin aussi de moins d'énergie pour faire fonctionner tout ça. Bien sûr. Alors vous posez, donc comme je disais, vous posez des questions fondamentales dans votre livre, notamment quelle stratégie adopter dans un environnement imprévisible. Alors comment on fait? Alors c'est toute la difficulté, c'est qu'en fait, on est à la fois dans un monde où il faut être capable de se projeter à long terme parce que ces nouvelles technologies nécessitent souvent des investissements, donc c'est le cas dans toutes les entreprises. Investir sur des choses comme du Wi-Fi, des réseaux, etc., ça coûte de l'argent, ça prend du temps, donc ça veut dire quand même se projeter sur du long terme. Et en même temps, il faut être agile à court terme parce que l'idée c'est de s'adapter très vite, c'est la force notamment du modèle Tesla, mais aussi des entreprises industrielles qui sont en avance là-dessus, qu'on appelle des vitrines. D'ailleurs, il y en a une juste à côté d'ici, là chez Elysée à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc réussir à la fois à faire du long terme et du court terme, c'est très compliqué. Et donc comment ça se fait? Ça se fait par trois choses. Il y a un état d'esprit, une organisation et une stratégie. Et sur l'état d'esprit, par exemple, c'est d'accepter par exemple l'erreur, le droit à l'erreur, d'avoir le courage de prendre des risques, d'avoir l'humilité de se dire qu'il faut apprendre en permanence. Tout ça, ce sont des facteurs d'état d'esprit, à la fois individuel et collectif, qui font que si on se comporte comme ça collectivement en entreprise, on a des chances à la fois d'avoir une vision forte qui nous permet de se projeter dans l'avenir en se disant le rôle de mon entreprise dépasse un rôle économique, c'est un rôle pour la planète, pour les gens, etc. Et par ailleurs, dans mon comportement quotidien, j'accepte qu'il faut se renouveler, que je ne suis pas dogmatique en fait, donc je rebondis chaque jour sur ce qui se passe. Alors justement, ça tombe bien parce que hier j'ai annoncé dans les infos du jour le nouveau scandale sur les implants médicaux, vous avez dû en entendre parler. Ça concerne énormément et des grosses marques. Alors vous leur dites, il vaudrait mieux qu'elles disent qu'elles ont fait des erreurs et qu'elles revoient leur modèle de conception et de fabrication de leurs produits. C'est ça que vous voulez dire? Alors, en tout cas, ça met en lumière un des sujets qui est fondamental dans l'industrie aujourd'hui, qui est cette traçabilité. Donc pour revenir en fait à ce qu'on apporte à l'utilisateur, c'est pas forcément que du service de mobilité, etc. C'est aussi de comprendre d'où vient mon produit, est-ce qu'il a bien été respecté niveau qualité, est-ce qu'il a été fait en France ou en Chine, etc. Cet aspect de traçabilité, justement, les nouvelles technologies peuvent aider. Et l'idée, en fait, derrière, c'est d'avoir un processus qui est robuste pour, étape par étape, verrouiller qu'on a fait les bonnes choses pour avoir un résultat final et donner accès de plus en plus aussi au consommateur final sur cette traçabilité. Donc, par exemple, dans l'agroalimentaire, c'est comment, à terme, on imagine un consommateur dans le supermarché qui va scanner un fromage et qui va quasiment être capable de dire d'où ça vient et presque de quelle vache ça vient, si vous voulez. Et parce que l'idée, c'est qu'on veut que chacun puisse, de lui-même, consommer de manière responsable. C'est-à-dire qu'avec les problèmes environnementaux dus aux pesticides et à tous les produits qu'on utilise pour conserver les aliments, qu'ils soient frais ou qu'ils soient sous sachet, c'est vrai que ça pose des gros problèmes environnementaux et de santé publique. En tout cas, c'est comment les nouvelles technologies forcent la société à évoluer parce qu'elles créent cette transparence. Et en même temps, elles sont à la fois donc, cet aspect qui force la société à se transformer, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi la solution. C'est que les nouvelles technologies permettent aussi de faire ça. Donc le modèle Tesla, c'est justement ça, c'est de réussir à réconcilier un changement de société qui est logique parce qu'il faut qu'on fasse des choses pour la planète, etc. Et tout le monde en prend conscience petit à petit. Mais par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, en tout cas dans le monde industriel, d'utiliser, et dans le général de l'entreprise, d'utiliser une nouvelle technologie pour le faire. Alors dans votre livre, vous donnez 7 principes, oui. Je vais les citer, oui. Et puis vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors tout d'abord, l'hyper-manufacturing, premier principe. Le deuxième, la cross-intégration.
Le troisième, c'est software hybridation dans tous les services. Le quatrième, c'est la traction tentaculaire. Le cinquième, la story making. Le sixième, startup leadership. Et le dernier, men and machine learning. Alors expliquez-nous un petit peu, ce sont des étapes de tout un modèle industriel finalement. Alors ce n'est pas forcément des étapes, en tout cas c'est tous les ingrédients qu'il faut avoir. Je vais les regrouper en 3 aspects pour simplifier un petit peu. Men and machine learning, j'en ai parlé, c'est comment est-ce qu'on apprend dans le temps à travailler avec la machine et qu'on fait du judo en fait pour s'appuyer sur la machine. La machine n'est ni une menace ni une opportunité, ça dépend comment on l'utilise. Et en fait les compétences vont devoir largement évoluer dans le temps, puisque petit à petit la machine va être de plus en plus dans notre quotidien. On travaille déjà tous avec la machine puisqu'on a tous un téléphone, etc. Donc les qualités qui vont être nécessaires à l'avenir, ça va être l'empathie, la créativité, ça va être des qualités qui sont fondamentalement interpersonnelles. Et donc comment je m'aide de la machine pour mieux faire. Ça c'est la première dimension, donc c'est lié à l'état d'esprit. On a un autre groupe de dimensions donc, que vous avez évoqué qui sont comment est-ce que j'améliore mon organisation. Donc le fait d'utiliser la couche logicielle, comme je disais tout à l'heure, pour avoir des produits qui sont connectés, le fait de créer aussi de la transparence, ce qu'on appelle la chaîne numérique de bout en bout. Donc je parlais tout à l'heure depuis la vache jusqu'au fromage dans le supermarché. Donc ça c'est la chaîne numérique software hybridation. On a l'hyper-manufacturing, c'est en fait une montée de version de ce qu'on avait dans le système que vous évoquiez tout à l'heure Toyota, c'est de se dire je vais chercher des gaspillages du 21e siècle. Les gaspillages du 21e siècle, c'est de ne pas surconsommer de l'énergie, c'est de bien utiliser les données, c'est d'éviter les mouvements pénibles parce qu'on veut que les gens au travail soient épanouis, donc ils n'aient plus besoin de faire des tâches pénibles. Donc c'est d'avoir aussi un confort d'usage dans les outils que j'utilise au travail. Et puis après, il y a toute une dimension qui est liée au management et à la vision. C'est hyper important en fait, et on le voit de plus en plus, les gens ont besoin pour rentrer dans une entreprise de s'identifier à la mission, d'avoir une vision forte et que ça se retranscrit dans les comportements quotidiens. Donc pour un dirigeant, c'est de se dire j'ai une vision qui est forte, par exemple pour Tesla, c'est de contribuer à la transition énergétique, mais la manière dont je me comporte au quotidien est conforme à ça et je vais aller aider les équipes. Je vais être un patron, par exemple si on prend Elon Musk ou tous ceux que je cite dans le livre, sont des patrons qui passent du temps sur le terrain à accompagner les équipes. C'est pas seulement directif, mais c'est aussi très horizontal. Oui, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas le matin sans dire bonjour à tout le monde en montant directement dans sa tour d'ivoire. Il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect surtout, ce qui fait qu'on est bon dans le nouveau monde, c'est qu'on résout les problèmes très vite, on est agile. C'est que quand il y a un problème, je descends avec les équipes sur le terrain, je passe voir des le heures problème. Voilà. Si on prend Elon Musk, il a eu des difficultés cette année. Comment est-ce qu'ils sont sortis notamment? C'est qu'il a passé des heures et des heures et des heures dans son usine. Il avait même un sac de couchage quand j'y étais en Californie, j'étais pour enquêter là-bas. Il dormait dans l'atelier pour... alors c'est extrême, l'idée c'est pas que tout le monde fasse ça, mais c'est juste pour dire que le patron s'implique en fait. Il fait partie de l'équipe. Il est horizontal dans sa façon de gérer l'entreprise. Alors vous dites par exemple, puisque vous parliez de l'hyper-manufacturing, et dans les questions à se poser pour un dirigeant, vous dites, une des questions c'est, est-ce que je récolte, est-ce que je stocke, est-ce que j'exploite suffisamment les données que je dispose sur mes clients et sur mon process industriel, ou alors est-ce que les décisions se prennent suffisamment vite à tous les étages de l'entreprise? Donc en fait, c'est toutes les chaînes des différentes couches de direction qu'il faut, qu'il faut casser finalement. Pas forcément casser, mais en tout cas transformer et adapter. C'est les organisations qui doivent muter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a toujours besoin de verticalité. On ne va pas arrêter de faire des stratégies et puis de devoir donner du sens. Et c'est bien l'objectif d'un dirigeant, quel qu'il soit. Ceci dit, ça doit s'accompagner d'un mouvement assez horizontal et notamment ce qu'on appelle les fonctions support dans les grandes entreprises, qui sont au service du coup des fonctions cœur, doivent apprendre à travailler différemment puisque, comme je le disais tout à l'heure, les tâches qui sont transactionnelles petit à petit vont être remplacées par des machines et du coup, les rôles de ces fonctions-là vont être d'accompagner la résolution de problèmes, d'aller aider les gens sur le terrain, de faire qu'ils ont tous les outils pour travailler. Donc effectivement, c'est une mutation de la façon de travailler et qui va générer du coup un besoin de nouvelles compétences. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu finalement en allant justement voir un petit peu comment Elon Musk dirige ses entreprises, dont Tesla? Quel est pour vous le modèle? Est-ce que pour vous, ça sera le modèle des 40 prochaines années à venir? Alors pour moi, ça sera une source d'inspiration avec un certain nombre de principes, mais comme dans le modèle précédent chez Toyota, l'idée c'est pas de copier ce que fait Elon Musk, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent être améliorées. L'idée c'est pas d'avoir une vision angélique des choses, mais simplement de prendre les principes et de se dire qu'est-ce qui peut s'appliquer chez moi, dans mon entreprise, que ce soit une TPE, une PME ou un grand groupe, ou que ce soit n'importe quel secteur. Il y a des principes qui peuvent se transposer, mais je dois les adapter à mon contexte et à ma culture. C'est ça qui est hyper important. Et donc, ce que j'ai appris là-bas, c'est que d'une part, il y a des choses qui sont en rupture, qui sont hyper intéressantes parce que cette entreprise est passionnante et c'est une des premières qui part du secteur digital qui va vers le monde industriel parce qu'elle est née dans le berceau du digital dans la Silicon Valley. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça se transcrit dans tout un tas d'entreprises, puisque dans le livre, je cite une dizaine d'entreprises qui sont des vitrines en France, sur le sol français, qui sont des PME, des ETI, des grands groupes, et qui appliquent ces dimensions-là aussi dans leur quotidien.
Absolument, c'est vrai. Et donc, j'invite tous les auditeurs à acheter votre livre, parce que c'est vraiment très intéressant. Ça s'appelle Le modèle Tesla. C'est aux éditions Duno, des éditions d'ailleurs très sérieuses. J'aime beaucoup leurs livres. Et donc, et puis en même temps, c'est un peu philosophique, votre livre. Non seulement vous donnez des principes, mais en plus vous dites la révolution industrielle actuelle, c'est un triple mouvement, celui des marchés, de la société, celui technologique et puis organisationnel. Donc finalement, c'est toute une philosophie d'ensemble. Parce que tout ça, c'est imbriqué. On voit bien tout à l'heure, on en parlait, les gilets jaunes, etc. Il n'y a pas d'un côté l'économie, de l'autre côté la planète, et puis enfin les hommes au travail. Tout ça, en fait, c'est un modèle. Et donc, je crois profondément que pour transformer le modèle, il faut avoir une approche qu'on appelle un peu de manière pompeuse systémique, mais c'est-à-dire qu'on travaille sur tout en même temps. C'est pas en travaillant sur une seule des dimensions que ça va fonctionner, on le voit bien d'ailleurs. C'est en travaillant sur l'ensemble, en projetant une vision, en étant concret aussi sur comment est-ce que ça se transmet dans le quotidien. Donc à la limite, ce que vous voulez dire, c'est que nos hommes politiques ne travaillent pas encore suffisamment comme cela. Non, j'ai pas de jugement sur ce que font les hommes politiques, je pense que c'est un maillon de la chaîne, mais je pense que ils sont pas le seul maillon justement, et on le voit justement dans le mouvement actuel. Ce qui fait que la société se transforme, c'est à la fois par le politique, c'est ce côté vertical que j'évoquais, mais il y a aussi le mouvement horizontal qu'on voit qui vient de la base, et c'est l'ensemble de ce mouvement qui fera la transformation de la société. Alors justement, mais est-ce que c'est possible? Parce que l'avantage d'Elon Musk, c'est qu'il a eu des financements hors pair. D'ailleurs, on voit bien que ces entreprises ne sont pas forcément rentables. Malgré tout, il est encore soutenu. C'est quand même la finance qui, pour l'instant, c'est encore la finance qui... La finance le soutient parce qui est le maître mot. Projet, et du coup, c'est la vision qui est importante. Et donc, comme Amazon n'a pas été rentable pendant 15 ans, et puis maintenant Amazon est très rentable, donc c'est le modèle startup, ça. Si on crée un modèle, et ensuite on passe à l'échelle. Donc en fait, il faut accepter d'être déficitaire pendant un certain temps, c'est ça? Alors, comme vous le dites, on peut faire des choses quand on s'appelle Elon Musk et pas forcément quand on a un patron de PME dans la Creuse. Parce que moi, je passe plus de temps dans la Creuse que dans la Silicon Valley. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que je crois profondément ce modèle, c'est qu'il y a des patrons de PME en France. Vous avez des boîtes comme Sodistra à Château-Gontier, comme Alphi Technologies que je cite dans le livre, comme Veloom en Alsace, ou comme à côté d'ici, Lizzie à Saint-Ouen-l'Aumône, ou même il y en a plein en fait de patrons qui, en m'écoutant, se reconnaîtront, qui arrivent à profiter de ces nouvelles technologies pour faire autre chose. Donc c'est totalement possible. Il faut, par contre, comme j'espère, adapter parce qu'effectivement, on n'est pas tous Elon Musk de la Silicon Valley en train de faire des voitures. Voilà, absolument. Merci en tout cas pour ce livre, Michael Valentin. On va demander à Franck Dodman, qui est donc banquier, puisque vous êtes directeur du Crédit Agricole de France. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux entreprises? Quelle est leur demande? Comment ça se passe en ce moment? J'aurais juste rebondir sur les sujets qui viennent d'être évoqués parce que finalement, dans notre organisation et dans notre modèle, je retrouve beaucoup d'éléments qu'on essaie de mettre en place. Que ce soit une hiérarchie un peu plus horizontale où finalement on essaie de co-construire avec chacun, quel que soit son niveau. Sur l'échelle environnementale, avec la numérisation pour tendre de plus en plus vers le zéro papier, par exemple. Enfin, on a comme ça, il y a plein de sujets passionnants qui viennent d'être évoqués et qu'au Crédit Agricole Île-de-France, on s'efforce de mettre en œuvre. Et c'est bien aujourd'hui la façon dont on travaille. Donc je m'y retrouve bien. Donc voilà. Et la deuxième question. La deuxième question, c'était les entreprises en ce moment au niveau financement. Où en est-on? Alors, le marché des entreprises, il est énorme en Île-de-France. Il y a vraiment des créations d'entreprises. Il y en a des dizaines de milliers chaque année. Et donc le rôle d'un banquier, et notamment du Crédit Agricole Île-de-France, qui a fait le choix de renforcer son positionnement sur ce marché, c'est bien sûr d'accompagner toutes les demandes. Alors des demandes, il y en a en tout genre. Il y a des demandes pour se développer son activité. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour un entrepreneur finalement. Des fois, ils se retrouvent avec trop de demandes et ils ne savent plus comment la gérer. Là aussi, ils ont besoin de conseils. On aide beaucoup à la création. Et là, en lien avec tout ce qui est plateforme d'accompagnement qui peuvent exister, comme Initiative 95 dans le Val d'Oise. Beaucoup de création, beaucoup de reprises. Bien sûr, tout ce qui est achat de matériel, paiement de factures. Là aussi, le monde du digital nous aide beaucoup. J'ai pris un exemple tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on a renforcé nos équipes pour être encore plus proches de nos commerçants, de nos artisans, de nos entreprises, de nos industriels, puisque nous en avons bien entendu. Nous avons même beaucoup de grands groupes qui aujourd'hui, du SBF 120, sont clients du Crédit Agricole. Acteurs sur le marché des entreprises, mais oui, aujourd'hui, ne serait-ce que par la nature et la structure des financements, oui, on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus en capacité de les accompagner. Alors, Michael Valentin, vous, en même temps, vous faites du conseil auprès d'industrie, évidemment. Quels sont les secteurs les plus demandeurs en ce moment, dans lesquels vous opérez? Alors, en fait, toute l'industrie est en train de se transformer. Ensuite, il y a des secteurs qui, naturellement, se transforment plus vite parce qu'en fait, ils ont besoin, en fait, donc notamment
en France, on est évidemment très fort sur le secteur aéronautique, automobile, donc ça c'est des secteurs qui sont transformés assez vite et qui ont l'habitude de travailler avec les nouvelles technologies. Ensuite, on ne travaille pas que dans des groupes, nous on travaille aussi beaucoup dans des PME, et donc dans les PME, on a des gens qui sont précurseurs et qui vont vite, et puis on a aussi tout un tas d'entreprises qui ont commencé à tester une brique, ce qu'on appelle une brique technologique, et qui ont besoin d'aller plus loin, et du coup de transformer l'entreprise dans son ensemble. Et si on prend la France, on a beaucoup de constructeurs de petites machines, d'agroalimentaire, on a de la pharmacie, on a la chance en France d'avoir tous les métiers industriels, et l'industrie lourde aussi. Et donc c'est aussi un des messages que je veux passer, c'est que l'industrie c'est un secteur qui est sexy. Donc je parle pour les jeunes notamment, c'est un secteur, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce secteur, il y a tout un tas de métiers à créer, et il y a des startups à créer. Parce que moi j'en ai marre que des jeunes qui ont envie d'entreprendre fassent des Airbnb, des poissons rouges, je préférerais qu'ils mettent en fait leur intelligence au service de l'industrie. Qui crée justement dans ces territoires périphériques de la valeur et qui permettent de créer du lien social aussi. D'ailleurs, j'étais en Serbie ce week-end et ils invitent, le Val d'Oise vient de signer, j'en reparlerai à l'antenne prochainement, le Val d'Oise vient de signer une convention avec la Serbie qui invite les industriels à venir travailler avec eux. Et voilà, je pense que ça intéressera peut-être certains de vos clients. Je veux bien rebondir Franck, sur les startups en 30 secondes. Allons-y. Parce que bien sûr, nous les accompagnons. Au même titre que toutes les créations d'entreprises, mais surtout, on est partenaire avec elles. C'est-à-dire que certaines nous aident à mettre en place les innovations dont ont besoin nos clients, dont on a besoin nous dans nos process. Et donc, au-delà d'être des clients, ce sont bien souvent des partenaires à notre service et dont on est finalement, au final, les premiers clients. Et puis, tout le groupe Crédit Agricole a mis en place le village Baïséa qu'on trouve maintenant un petit peu partout en France. Absolument. Pour les accueillir et pour c'est le spécial start-up. Voilà. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques mois 2 start-up qui étaient je vous conseille d'aller promues. visiter, c'est passionnant. Voilà. Alors donc, pour vous joindre, Franck Daudemans, c'est facile. Il suffit de pousser la porte d'une agence du Crédit Agricole. Par contre, Michael Valentin, si on veut vous joindre pour des conseils en organisation opérationnelle, on fait comment ? Sur le site de opeoconseil.fr. Donc c'est tout simplement les initiales OPEO. OPEO-du6conseil.fr. Voilà, merci beaucoup à tous les deux pour ces informations passionnantes. Je rappelle votre livre, Michael Valentin, Le modèle Tesla aux éditions Duno, du toyotisme au teslisme, la disruption d'Elon Musk. Elon Musk est serbe, voilà pourquoi je parlais de la Serbie. Tout de suite, allez, on part pour notre chronique du mercredi, Comprendre le monde, avec Pascal Boniface, qui reçoit Monsieur Hugues pour son livre, donc Fake News. Bonjour Pascal. Fake News, la grande peur, aux éditions VA. Bonjour François Bernard. Bonjour. En fait, vous expliquez dans votre livre que ce terme de fake news est nouveau, mais que sa réalité est plutôt ancienne. Oui, c'est un mauvais anglicisme dont la mode s'est répandue en 2016 avec les élections présidentielles américaines. Alors, comment faisait-on avant, étant donné que l'homme ment depuis qu'il existe, qu'il y a toujours eu des calomnies politiques, de la désinformation, de l'intoxication. Je pense par exemple qu'un mot français qu'on utilisait depuis plus d'un siècle, bobard, pour les nouvelles complètement fantaisistes et rassurantes que sortaient les journaux de guerre, aurait été un bon terme. Alors la réalité elle existe depuis longtemps. Pour faire vite, bien entendu, on a toujours essayé de répandre des légendes, des rumeurs pour discréditer ses adversaires politiques. On a toujours fabriqué des libelles ou des faux documents pour déstabiliser un autre pays. Ça se faisait sous Louis XVI, par exemple. Hein. Il y avait des livres sur les mœurs sexuelles de Marie-Antoinette et de Louis XVI qui venaient d'Angleterre. Là, en temps de guerre, ça s'est pratiqué énormément avec des moyens plus modernes, dans des radios, par exemple. La désinformation est un mot qui a une date d'apparition certaine, disinformatia, dans un dictionnaire soviétique, pour parler des mensonges que l'Ouest a répandus sur l'Est, même si on a bien vu qu'il y avait vraiment des fabrications de faux scandales contre des dirigeants occidentaux, et on pourrait également trouver intoxication. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme... la réalité existe depuis toujours. On a toujours tenté de discréditer l'adversaire par des
des légendes, en lui imputant des crimes imaginaires, voire les deux guerres du Golfe ou du Kosovo par exemple. Ce qui est nouveau, c'est la part que tiennent les réseaux sociaux dans ce phénomène, la responsabilité qu'on leur attribue, d'où le titre La Grande Peur. Et il y a une autre nouveauté aussi, c'est que c'est un anglicisme qu'on reprend en français. Vous ne pouvez pas voir un plateau télévisé sans que quelqu'un accuse l'autre de sortir des fake news à la moindre inexactitude. Or, ce thème de fake news a fait partie, je dirais, de toute une escadrille de concepts comme post-truth, fact-checking, sharp power, alternative facts, etc., qui sont tous venus en quelques années des États-Unis pour refléter ce phénomène, une inquiétude des élites politiques, des médias classiques, face au pouvoir de déstabilisation de fausses nouvelles. Mais ce qui est nouveau, c'est que même pendant la Première Guerre mondiale, on n'a pas invoqué le fait de voter une loi pour lutter contre les bobards. Oui. Or là, la nouvelle majorité entend faire voter une loi sur les fake news. Donc, est-ce que le danger est beaucoup plus grand ou est-ce que c'est le pouvoir qui est plus alarmé ? Alors, pour être tout à fait exact, dans la loi 1880 sur la liberté de la presse, il y a un petit article qui permet de réprimer le fait de répandre délibérément de fausses nouvelles pour porter gravement atteinte à quelqu'un, aux intérêts de quelqu'un. C'est pas la formulation exacte, mais c'est l'idée. Alors, pourquoi ce pouvoir-là s'alarme-t-il tant des fake news ? Alors, d'une part, parce que la République en marche ou Macron sont persuadés que Hillary Clinton a perdu à cause de ça, que des opérations russes auraient contribué au vote du Brexit ou du référendum catalan, donc ça serait une nouvelle force de déstabilisation internationale à travers la technologie. Et d'autre part, l'actuel président de la République s'est beaucoup plaint d'être victime de fake news qui auraient été lancées par ses adversaires dont on ne savait trop si c'était les Russes ou la fachosphère. Et il y a 3 fausses nouvelles sur son homosexualité présumée, mais ça, je l'ai entendu dire sur tous les hommes politiques depuis mon enfance. Et en quoi ça pourrait être handicapant pour une candidature ? Par ailleurs, ça n'est pas illégal et ça aurait même pu apporter les voix du supposé lobby gay. La deuxième accusation, c'était d'avoir un compte au Panama. Il y a un faux document qui a circulé sur un compte en banque, mais ce document était tellement grossier qu'en quelques heures, tous les médias faisaient des gorges chaudes ou s'indignaient de cette fabrication. Et le troisième élément qui a été invoqué, ça a été comment a-t-on appelé ça, les Macron Leaks, c'est-à-dire le fait que des documents pris illégalement dans les ordinateurs de la République en marche avaient été mis sur la place publique. Mais là encore, une correction, ces documents ont été mis le vendredi avant le 2e tour, donc les médias n'avaient absolument pas le droit d'en faire mention, et par ailleurs, personne, pas moi en tout cas, n'a eu le temps pendant ce week-end de lire les 9 gigas de mails dont 99%. Donc selon vous, ces 3 tentatives n'ont en aucun cas pesé sur le président. Emmanuel Macron a été élu par ailleurs. Et donc alors pourquoi cette peur rétrospective ? Pourquoi ce besoin de légiférer ? Comment expliquer que le débat sur le fake news est devenu absolument central dans le débat public au point même de susciter de nombreux débats, y compris une production littéraire ? Absolument. Alors, il y a 2 explications qu'on peut chercher à cette obsession des fake news. C'est, d'une part, on voit bien que l'accusation de fake news correspond à une fracture politique entre partisans, on va dire, libéraux, partisans d'une mondialisation ouverte et illibéraux ou anti-mondialisation ou populistes. Donc, ce sont souvent les élites, les politiciens, les ONG, voire les médias
disons très globalement pro-occidentaux, libéraux, etc., qui se considèrent comme le cercle de la raison, there is no alternative, hein, et qui considèrent que il y a sur les réseaux sociaux des attaques qui ne peuvent être que mensongères ou menées par des puissances étrangères, et là on va trouver le coupable russe tout désigné. À ce propos d'ailleurs, les think tanks américains ont pondu, si j'ose dire, un nouveau concept qui est le sharp power. Donc les États-Unis ont le soft power d'attraction et les Russes, dans une moindre mesure, utiliseraient le sharp power, le pouvoir pointu, méchant, agressif, à travers les réseaux sociaux et aussi à travers des médias d'information comme Russia Today, qui, personne n'en doute, sont payés par le contribuable russe. Et pourtant, vous mettez en avant dans votre livre qu'il s'agisse du Brexit, du référendum sur l'indépendance de la Catalogne ou de l'élection de Donald Trump, qui sont, et surtout la dernière, le plus souvent cités comme étant le résultat d'une propagande mensongère russe, qu'en fait ils n'ont pas eu, on ne peut pas dire que la Russie ait fait élire Trump ou soit la cause du Brexit. Alors, il y a eu pas mal d'études universitaires aux États-Unis, l'université de Dartmouth, Columbia School of Journalism, etc., qui ont toutes conclu que une campagne de désinformation ne suffisait pas à expliquer l'élection de Trump et n'avait pas fait basculer le vote. Alors, pourquoi ? Bien entendu, c'est très mal de mentir et d'essayer de déstabiliser un adversaire. Je ne doute pas qu'il y ait de méchants gens qui essaient. L'opération a eu lieu, mais a eu un impact très très marginal, parce qu'il y a d'abord bien d'autres déterminants dans le vote, heureusement. Sinon, il suffirait d'engager les bons spécialistes du marketing politique pour être sûr d'être élu. Hein, ça serait trop simple. Par ailleurs, on a bien vu que les fausses nouvelles ont circulé dans un petit milieu qui se les est répétées et qui est des gens très convaincus, déjà très hostiles à Hillary Clinton et prêts à croire le pire sur elle. Donc, effet limité de confirmation. Autre détail, dans le dossier d'accusation qu'on dresse contre les Russes, il y a un élément très important qui n'est pas une fake news, qui est une vraie news, si j'ose risquer ce néologisme, qui serait d'avoir publié des mails confidentiels du Parti démocrate, révélant des choses qui méritent pas la peine de mort, mais qui peuvent être gênantes, comme les rapports privilégiés d'Hillary Clinton avec les médias ou certains lobbyistes. Donc là, ça serait le fait d'avoir révélé de vraies informations, mais de manière illégale, soit avec des gens infiltrés au Parti démocrate, soit par des pirates informatiques qui ont volé des documents, qui auraient contribué à discréditer Hillary Clinton. Alors c'est atteinte à la vie privée, et en même temps c'est que satisfaire c'est aussi l'information du public. On a ce débat sur les lanceurs d'alerte et sur la protection des données des sociétés. Oui, alors il y a une évolution idéologique très intéressante parce que dans les années quand ça a commencé 2011 à peu près jusqu'à 2016, on était très favorable aux lanceurs d'alerte qui étaient plutôt des héros. Qui, pour des raisons morales, révélaient les fautes de leur organisation. Le soldat Manning, Assange, Edward Snowden. Ils sont pas populaires partout, ils sont extrêmement impopulaires aux États-Unis quand même. Voilà. Alors, non, je veux dire, même aux États-Unis, dans les premières années, il y avait des films d'Hollywood plutôt en leur faveur. Alors aujourd'hui, ils se font traiter, plutôt par les milieux de la côte est, disons, d'agents de Moscou et d'ennemis de la démocratie, c'est un changement notable. Mais donc en fait, selon vous, les fake news, dans le cas précis, on va passer au général, mais dans le cas précis de l'influence russe sur la campagne électorale, les fake news, comme la propagande, de façon un peu contraire, mais ne convainquent que les convaincus, et n'ont pas vraiment d'impact sur la décision, au point de faire changer d'avis des gens qui
sur la base de fausses nouvelles, auraient modifié leur vote. Alors oui, bien sûr, ça fait plutôt que renforcer des convictions, ce qui suppose deux choses. D'une part, que évidemment, les gens qui sont sur les réseaux sociaux où tout le monde se répète ces nouvelles, c'est un peu le principe de la rumeur. Ah, tu as vu, j'ai une révélation sensationnelle à te faire. Ces gens sont évidemment préconvaincus et déjà hostiles à Hillary Clinton, mais il y a un autre problème si vous le regardez en sens inverse, qui est pourquoi ces gens-là ne croient-ils pas les masses médias ? Pourquoi ne sont-ils pas impressionnés par des milliers de pages de journal, par des milliers d'heures de télévision qui allaient pas trop dans le sens de Trump et qui, en tout cas, démentaient toutes ces fake news ou tous ces bobards. Donc, l'autre côté, c'est le fait qu'une grande partie de l'opinion, qui vote plutôt populiste, est, elle, persuadée que les masses médias lui mentent et que les fake news, ce sont les nouvelles des élites, des experts, des gens qui passent à la télévision, de vous et moi, quoi, par exemple. Mais certains, dans ce débat, opposent les médias mainstream qui diraient le vrai, qui seraient certifiés, qui seraient sous contrôle, et les réseaux sociaux qui seraient plus dans le complotisme, le délire, ou les fake news. Est-ce que les termes de ce débat vous paraissent corrects, ou est-ce que c'est parfaitement caricatural? Alors, c'est évidemment parfaitement caricatural et c'est même paradoxal, puisqu'on voit beaucoup d'universitaires ou de journaux qui, en 2011, au moment du printemps arabe, nous expliquaient que les réseaux sociaux étaient forcément démocratiques, puisque le peuple pourrait s'exprimer, que les autocrates ne pourraient plus rien censurer et que ça allait nous amener vers plus de démocratie. Ils disent aujourd'hui le contraire et il y a, je crois, 153 dispositifs de fact-checking à travers le monde, certains créés par de grands journaux, d'autres par des Google, Facebook, etc., dont le but est effectivement, en quelque sorte, de ramener les masses égarées vers les masses médias qui, eux, diraient la vérité, serait... Bon, c'est évidemment... Alors, premièrement, on pourrait reprocher quelques mensonges. Il y a quand même quelques exemples assez frappants, voilà, des massacres de Timisoara aux couveuses de Kuwait City, en passant, etc. L'existence d'armes de destruction massive. Voilà. Alors, la différence, s'il y en a une, c'est probablement que quand les médias entre guillemets classiques désinforment ou se font désinformer, ils le font premièrement par conviction idéologique, parce que nous avons tous une idéologie, nous avons tous des préjugés, mais deuxièmement aussi, ils l'ont souvent fait en reprenant de fausses nouvelles fournies par des gouvernements ou par des officines comme Random Group. Voilà, je les calomnie pas, ils sont eux-mêmes vantés des fausses nouvelles qu'ils ont réussi à faire passer à l'opinion. Là, nous sommes devant quelque chose de différent, où toutes sortes de nouvelles fausses ou douteuses, en tout cas non vérifiées, de photos truquées, mal attribuées, de fausses déclarations, circulent sur les réseaux sociaux. Donc c'est le mécanisme de la rumeur, de la conversation de bistrot, mais amplifié par des réseaux sociaux où on peut devenir propagateur des nouvelles qui flattent nos préjugés. Donc, est-ce que la différence entre les fake news version moderne et actuelle et les bobards de nos arrières ou arrière-grands-pères, c'est la rapidité, la viralité, ou est-ce qu'il y a autre chose encore de différence? Alors, il y a le facteur viralité, vitesse qui est très important. Eh bien, nous en situons un exemple hors antenne. Il arrive que l'on donne un coup de pouce trop rapide sur Twitter, par exemple, parce qu'une nouvelle vous paraît vraisemblable ou intéressante. On n'a pas le temps de faire une vérification de qui a dit de quoi et quelles sont ces sources. Donc ce facteur-là contribue effectivement à une concurrence entre le vrai et le faux, anarchique et proliférante. Et en même temps, pour les journaux centraux, on dit aussi que tenus par la concurrence, l'urgence, l'information immédiate, eux-mêmes n'ont pas toujours le temps de recouper l'information. C'est exact. Alors, si j'ose dire,
La mauvaise nouvelle, c'est que les fausses nouvelles peuvent proliférer très facilement et n'importe qui, avec un logiciel très simple, peut inventer un crime imaginaire attribué. Bon. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens cherchent les fausses nouvelles parce que c'est gratifiant de montrer qu'on n'est pas dupe ou de ridiculiser des internautes naïfs. Donc la durée de vie est très courte aussi. Les deux sont vrais, parce que vous écrivez dans votre livre que c'est très gratifiant de fois d'apporter une fake news, qu'on apporte quelque chose dont on est à l'origine, dont on a le monopole et que on éclaire les choses, mais en même temps, effectivement, comme vous le montrez, le démenti quand même arrive aussi vite que le mentir. Alors, il y a une persistance de la croyance qui est très très intéressant parce qu'on a vu souvent que, en particulier dans le cas des partisans de Trump, il y a aussi le mécanisme puisque les médias du système nous disent que c'est faux, c'est que ça doit être vrai. Voilà, donc et ça nous renvoie à ce fait qu'il y a une rupture de croyance, une rupture de confiance dans l'autorité des sachants, des experts, des gens d'en haut, des élites, chez une partie de la population. Donc je dirais que les fake news sont pour moi plus un symptôme qu'une cause. Symptôme de quoi ? Alors, de cette rupture de confiance, qui est largement sociologique, qui est gens d'en bas, périphérique, contre élite. Il ne faut pas simplifier, mais il y a beaucoup de ça. Par quoi est-elle alimentée, cette rupture de confiance qu'auparavant, quand des intellectuels signaient une pétition, ça influençait de façon positive. Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que, pour beaucoup, si quelqu'un d'en haut dit quelque chose, c'est forcément faux. Ce n'était pas le cas auparavant. Non, alors ça vient aussi du fait que l'impression que entre guillemets, ils disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'une idéologie unique, consensuelle, plutôt optimiste, allons-y, on va trouver des solutions techniques, soyons ouverts et modernes, est partagée par tous les plateaux de télévision, tous les gouvernements. C'est en France l'argument, UMPS, droite et gauche faisaient à peu près la même chose, et d'ailleurs Macron peut mélanger leur programme et mieux l'appliquer. Voilà, c'est un sentiment qu'a exploité Trump, qui passe son temps à dire les médias du système, les médias des grandes métropoles, etc., des libéraux, ce sont eux qui font des fake news. Donc on se bat non plus sur des valeurs ou, je dirais, sur une utopie monde libre contre socialisme, par exemple, mais pour le simple établissement de la vérité et des faits, qu'il s'agisse du chômage ou des scandales politiques. Et pour certains, est-ce que c'est pas pour certains médias le fait de dire on est concurrencé par les réseaux sociaux, on a perdu le monopole de l'expertise ou de l'expression de l'expertise, et finalement il faut quand même dire que nous sommes dans le camp du vrai et que les autres sont dans le camp du faux ou de l'incertain. Alors il y a les deux éléments, nos idéologies sont toujours un petit peu l'expression de nos intérêts quand même. Donc les médias, on va les appeler mainstream, dominants, classiques, etc. Effectivement, se sont trouvés concurrencés par le numérique. Dans les jeunes générations, on va plus acheter le Monde pour savoir ce qui se passe, ou on n'allume plus le journal à 20h, on va sur Snapchat, sur Twitter, etc. Donc il y a une perte de leur propre statut, de leur propre autorité. Donc le discours sur le fact-checking consiste à dire nous sommes le camp de la vérité, nous établissons sur des faits, nous prenons le temps, notre profession se justifie par cette déontologie et cet effort, et on revient toujours à cet argument du c'est gratifiant. Il est aussi gratifiant de se dire que on est dans le camp des convictions politiques appuyées sur les faits, sur la certitude, et que les gens qui pensent comme vous ne peuvent être que des menteurs ou des jobards victimes d'un service russe ou de la fachosphère. Que pensez-vous de tous les systèmes de trackers de fake news? Est-ce qu'ils vous paraissent crédibles ou est-ce qu'eux-mêmes peuvent déraper par moments? Alors, il va toujours y avoir une tentation.
il est très très bien qu'un journaliste fasse bien ce qu'on a dû lui apprendre à l'école, c'est-à-dire qu'il aille voir à la source première d'une déclaration. Il est très très bien, nous-mêmes on l'avait recommandé dans un petit bulletin numérique de l'IRIS, d'utiliser des logiciels très perfectionnés qui vous permettent de savoir si une photo a bien été prise tel jour en Syrie et pas 2 ans avant en Irak. Le principe est excellent. Là où ça devient plus douteux, c'est quand on glisse de la qualification de la nouvelle, vraie, fausse, appuyée sur des faits et sur des preuves ou pas, à la qualification de la source, où on va désigner des médias comme suspects, portés aux idées extrémistes, et par ailleurs on déborde très très vite du fait de binaire a menti, n'a pas menti, a truqué, n'a pas truqué délibérément l'information de base, à la lutte contre le complotisme. Là aussi, je suis contre le complotisme et contre les théories délirantes selon lesquelles les aliens nous dirigent en secret, mais on passe de là à de la rectification des faits, la rectification des idées, des théories. On commence à y inclure les discours de haine, on commence à y inclure les idées extrémistes. Je crains qu'on ait un petit peu ouvert une boîte de Pandore qui permettrait de qualifier des gens et des idées, pas seulement des nouvelles vraies ou fausses. Alors, en conclusion, puisqu'on arrive à l'issue de cet entretien, comment, selon vous, lutter le plus efficacement contre fake news, complotistes, désinformation, enfin tout ce qui essaye volontairement, non pas dans le débat d'idées, mais volontairement d'induire en erreur le public? Alors, il y a, je crois qu'une des parties de la solution, c'est de former aux médias, former à la lecture des médias, à une certaine forme de rhétorique. On s'est dit ça jusque sous Napoléon III, je crois, dans notre pays, qui explique les procédés utilisés pour nous persuader, nous égarer, nous tromper. Et par ailleurs, ça peut être très très stimulant pour quelqu'un de voir, je suis très malin, on a essayé de me tromper, mais j'ai bien vérifié que cette photo n'avait pas été prise à la date 10. Alors, c'est un peu la tentation des intellectuels dans les débats de dire à l'école et les savoirs de la République, mais l'école pourrait contribuer à ça. Alors, il faut être tout à fait honnête, il y a des tentatives qui sont faites, par exemple, par le Clémy à l'Éducation nationale, qui sont de formation aux médias, où on explique comment ne pas se laisser abuser. Après tout, je dirais que pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait des citoyens à peu près rationnels et qui s'expriment librement, mais il faut que ces citoyens aient une idée à peu près exacte de ce qui se passe dans le monde, quoi, qu'ils aient des moyens de le savoir, et ça ne peut se faire que par une formation. Je crois que la formation est plus efficace que l'interdit, et puis créer un ministère de la vérité, c'est une mauvaise idée qu'avait évoqué Orwell. Et pour conclure, est-ce que vous pensez que on ment plus aujourd'hui qu'avant? Popper avait dit le singe est un animal menteur. Voilà. Donc je crois que notre espèce ment, que ce soit de mensonges intéressés ou autres. En revanche, un mensonge bricolé par un amateur peut avoir sur les réseaux sociaux ou ailleurs repris par les médias un écho qu'il n'avait pas avec des médias plus centralisés, une parole plus rare. Merci François Bernard Huygues. Je renvoie à la lecture de votre livre Fake News, la grande peur, aux éditions VA. Merci Pascal Boniface et merci à François Bernard Huygues d'avoir été sur IDFM ce matin. Je rappelle donc son livre Fake News, la grande peur, collection influence et conflits. Vous pouvez le trouver bien sûr sur Amazon. On va se quitter aujourd'hui au bar de l'économie. Eh bien oui, c'est fini. On arrive au terme de notre émission. On va se quitter en musique. Je vous propose Jérémy Frérot avec son titre Au revoir. Et moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission. On va parler logement demain. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous embrasse. À demain. Et voilà. À l'aube du grand tournant.